Afrique Libre TV, merci pour votre fidélité. Ce soir, l'actualité nous amène en Eswatini. Entre tradition et modernité, l'Eswatini poursuit sa transformation. Depuis 4 décennies, le roi Mswati III est à la tête du royaume, avec une vision qui met en avant le développement des infrastructures, l'accès aux services sociaux et la valorisation de l'identité nationale. Route, aéroport international, barrage, santé, éducation, autant de secteurs qui ont connu des évolutions importantes. En 2018, le changement de nom du pays de Swaziland en Eswatini est également venu renforcer cette volonté d'affirmation d'identité nationale. Alors, quel bilan peut-on adresser de ces 40 années de règne et que retenir de la gouvernance du roi Mswati III? Et pour en parler sur ce plateau, les consultants sont là. Yannick Kwame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être dans ton émission qui nous permet d'explorer l'Afrique sous tous ses aspects. Et aujourd'hui, tu nous amènes au sud de l'Afrique. Et on est prêt pour l'aventure, Jérôme. Justement, merci également à vous, Yannick, pour votre disponibilité. Toujours un plaisir. Chaque jour, je suis disponible pour Afrique Libre TV. Yannick Kwame n'est pas seul sur ce plateau, mais également le consultant Amen Segla. Bonsoir, Amen. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Amen Segla, nous allons aller au sud de l'Afrique. Nous allons parler de l'Eswatini avec le roi Mswati III. En 40 ans de règne, Amen Segla, quelles sont selon vous les réalisations majeures qui illustrent le mieux la vision et la gouvernance du roi Mswati III? Merci beaucoup Jérôme. Eswatini, c'est un État africain, mais ce n'est pas un État comme les autres. Parce que quand vous prenez même l'histoire de ce pays, il fait partie de ces quelques États qui ont gardé leur structure en tant que royaume. Et vous n'êtes pas sans savoir que Eswatini a été colonisé par l'Angleterre, mais à un moment donné, c'est-à-dire après le départ des Anglais, et celui qui est roi aujourd'hui, son père qui était là à l'époque, il a fait revenir, c'est-à-dire l'ancien système qui était là, avant l'arrivée des colons anglais. Et après sa mort, son fils, qui a pris les rênes, il a continué avec cette démarche de royauté. Aujourd'hui, quand on parle de la monarchie, beaucoup sont ceux qui disent que bon, c'est une monarchie totale, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui au Maroc comme monarchie parlementaire. Mais Eswatini, c'est un État aujourd'hui qui reflète vraiment la réalité de nos pays africains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la démocratie est venue en Afrique, tout le monde, presque tous les pays ont pris option, ils ont pratiqué, d'autres s'en sortent, d'autres pas du tout. Alors, quand vous prenez aujourd'hui Eswatini, la gouvernance de ce pays est basée sur quelque chose qu'il s'appelle Timkula. C'est-à-dire, c'est leur système de gouvernance en fait. C'est-à-dire, le peuple, il n'y a pas d'élection. Il y a le roi, qui est le chef suprême. Et puis, le roi choisit ceux qui arrivent à s'émerger dans la société. C'est-à-dire, je prends l'exemple, toi, Jérôme, si tu arrives à organiser les gens, si tu as une notoriété au sein de la population, si tu es reconnu par ton travail, le roi te choisit et te donne un poste. C'est-à-dire, ils ont 55 subdivisions et puis ils donnent un compartiment à quelqu'un qui arrive à s'en sortir, de gouverner la zone là, c'est-à-dire d'accompagner les communautés à organiser tout ce qui est comme activité sur le plan communautaire, économique, social et tout. Donc, c'est sur cette manière-là qu'ils arrivent à organiser. Donc, il n'y a pas de parti politique. C'est ce qui même pousse certains pays à dire que bon, c'est une monarchie, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu ne pratiques pas la démocratie gréco-romaine dans ton pays, c'est comme si, bon, tu es un pays qui ne fait pas partie des pays qui sont dans le monde. Donc, aujourd'hui, Eswatini arrive quand même à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de grandes ressources, mais l'activité principale de ce pays est consacrée sur l'agriculture. D'accord. Et avec ça, ils arrivent à s'en sortir avec tout ce que... Parce que quand il n'y a pas de parti politique, vous allez voir que la communauté, toute la population ont une vision autour du roi. Et quand le roi parle,
eux tous, ils l'accompagnent. Il n'y a pas d'opposition, donc ils l'accompagnent. Donc, il n'y a pas de division, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de népotisme. C'est pourquoi ce pays s'en sort jusqu'à ce moment, malgré le fait que tous les autres pays qui l'entourent, ils ont un système démocratique, mais ils arrivent quand même à coopérer avec eux. Ça ne les empêche pas de coopérer avec tous ces pays-là. Ils ont des ministres, ils ont des délégations qui font la diplomatie et tout. Donc, c'est un pays à part entière comme les autres, sauf que leur système de gouvernance n'est pas basé sur la démocratie, en fait. Voilà, Yannick, parlons aujourd'hui des réalisations majeures du roi, puisque depuis 4 décennies maintenant, le roi est à la tête du royaume avec une vision qui met en avant le développement des infrastructures. Et quelles sont, selon vous, ces réalisations majeures-là aujourd'hui qui fait de l'Eswatini un pays hors pair? Alors, merci Jérôme. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Eswatini, c'est l'ancien Swaziland. Je crois que tout le monde connaît l'État qu'on appelait Swaziland. Ce pays a changé de nom en 2018. Et comme Amen vient de l'expliquer, c'était une ancienne colonie britannique qui a accédé à l'indépendance au milieu des années 1960. Et c'est l'un des rares pays qui a gardé ce système de monarchie absolue. Et je crois que ce système, gardé jusqu'à maintenant, permet à cet État-là de garder la stabilité qu'on lui a toujours connue. Vous savez, quand le pays a accédé à l'indépendance avec le père du roi Mswati III actuellement, et Sobhuza II, eh bien, la Grande-Bretagne a toujours insisté à ce que cette monarchie-là bascule en monarchie constitutionnelle. Et basée sur le modèle britannique, puisque c'était l'ancien colon. Mais Sobhuza II a toujours refusé. Et après son décès, son fils, qui lui a succédé, eh bien, continue dans la droite ligne de ce que son père a laissé comme héritage. Et je crois que le fait que ce pays-là garde sa structure, favorise sa stabilité. Vous savez, c'est un résultat qui n'est pas sans contrepartie, parce qu'aujourd'hui, l'Eswatini est taxé, il est catégorisé comme un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de droits de l'homme, et tous les baratins qu'on connaît à ces puissances occidentales. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays, comme Amen vient de le dire. Donc, aujourd'hui, les puissances occidentales nous ont montré qu'elles peuvent être des vautours qui viennent se nourrir des ruines des pays qu'ils ont contribué à détruire. Le Swaziland, bien, l'Eswatini est un pays qui est riche en ressources. L'Eswatini, il est riche en diamants, en charbon, avec des terres agricoles immenses. Donc, le pays est en train de capitaliser là-dessus. Au lieu d'adopter les structures occidentales modernes comme qu'on connaît, eh bien, il a plutôt mis l'accent sur le savoir-faire du pays, exploiter les différentes compétences de ses sujets, de ses compatriotes. Je parle du roi Mswati III, qui lui permet de mettre en place des structures, de mettre en place des initiatives, des systèmes qui permettent le développement du pays. Et lors de son discours, là en avril 2026, le roi a fait 40 ans au pouvoir, a fêté son jubilé d'Émeraude, 40 ans c'est le jubilé d'Émeraude, je crois. Donc lors de cette célébration, il a eu à parler des réalisations, des avancées que le pays a enregistrées lors de ces 40 dernières années. Et il a dit que quand il a pris le pouvoir, eh bien, la recette du pays, la richesse, c'était juste à 1 milliard de mlangini, la monnaie locale. Aujourd'hui, en 2026, ça fait plus de 95 milliards de mlangini, ce qui équivaut à plus de 3000 milliards de francs CFA. Donc, ce sont des avancées notables enregistrées grâce à la vision, au système de gouvernance du roi Mswati III, qui connaît vraiment ce dont son pays a besoin. Eh bien, il ne s'agit pas de laisser son pays dans les mains d'autres nations qui viennent vous dire quoi faire. Non, le roi Mswati III, lui, il a su garder le cap et insuffler une dynamique beaucoup plus souveraine qui favorise l'éclosion, le développement, l'émancipation de son peuple aujourd'hui.
Voilà, merci à vous Yannick Kwame. Amen, parlons aujourd'hui du développement des infrastructures, notamment les routes, les repas internationaux, les barrages et accompagner la transformation du royaume qui accompagne tout ça là. Maintenant, quel impact ces investissements ont-ils eu sur le développement économique du pays? Alors, quand vous prenez aujourd'hui les Swatini, lorsque Mswati III est venu au pouvoir en 86, l'ancien Swaziland n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'avec le développement, avec le taux de population qui monte et tout, il faut des investissements, comme dans tout autre État. Donc aujourd'hui, ces investissements-là, se faire voir. C'est vrai, il y a un système de gouvernance qui est basé sur, si je peux le dire, sur la coutume. C'est-à-dire, c'est un royaume, donc tout, la manière dont leur accoutrement est tout même en dit long. Donc, c'est pas parce que ils sont aujourd'hui un royaume que leur comportement, ou bien la manière dont le pays est gouverné aussi doit refléter peut-être quelqu'un qui est de l'arrière-cour. Non. Parce qu'il y a aussi un système de développement. L'autre fois, ils ont inauguré un aéroport. Ils ont aujourd'hui le système éducatif, ils ont accouplé le système éducatif avec l'innovation technologique. Donc, c'est un pays qui est gouverné en bonne et due et forme en matière d'investissement. Yannick vient d'annoncer les chiffres aujourd'hui. Certes, le Eswatini n'a pas de grandes ressources comme le Congo, comme l'Afrique du Sud et tout, mais avec tout ce qu'ils ont comme ressources humaines, ils arrivent à s'en sortir parce que lorsqu'il y a le roi qui est là et ces sujets qui l'entourent, vous allez voir que la gouvernance, le roi ordonne la gouvernance et les sujets exécutent. Donc ça fait que ce pays n'a pas connu des soubresauts politiques que beaucoup d'États ont connus après l'indépendance. Donc, ils se sont mis très tôt au travail pour la reconstruction de leur pays. Certes, et en 1973, si j'ai bonne mémoire, c'est en ce moment-là que les Anglais, que le père de Mswati III a décidé de faire revenir ce pays en tant que royaume. Parce que après les Anglais, le système gréco-romain s'est étalé un peu partout en Afrique, mais très tôt, il a reconnu que non, ce système ne va pas les avantager par la manière, dans la mentalité de leur population, la manière dont sa population conçoit la démocratie. Il a décelé ça depuis 1973 que non, ça ne sied pas, ça ne cadre pas avec leur gouvernance. Donc, il a basculé ça sur un régime monarchique et c'est ça qui a mis ce pays sur le plan de développement et ils ont construit ce qu'ils peuvent faire. Certes, quand vous prenez même les pays qui se voient aujourd'hui développés, il y a toujours des choses à faire. Donc, on ne peut pas dire que tout est parfait aujourd'hui en Eswatini. Mais il y a des choses qui sont là quand même à saluer. Je viens de le citer tout à l'heure. Quand vous prenez l'aéroport, c'est un aéroport international aujourd'hui. Le système éducatif, la manière dont ils cultivent aussi. Donc, tout ça là, ce sont des choses à mettre à l'actif du roi Mswati III. Justement, maintenant, en termes de vos propos, vous avez touché du doigt le changement du nom historique de Swaziland à Eswatini. Mais d'abord, avant de revenir là-bas, restons sur le développement des infrastructures, puisque la santé et l'éducation figurent également parmi les secteurs que vous venez de citer. Maintenant, comment ces avancées ont-ils contribué à améliorer les conditions de vie des populations? Oui, parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème des Swatini aujourd'hui, c'est, comment je vais le dire, c'est la maladie liée au virus du sida. Parce que quand vous prenez aujourd'hui tout ce qui est rapport de l'OMS en ce qui concerne les pays africains, les Swatini n'occupent pas un rang honorable. Mais avec un moment, l'autre fois, lorsque le roi Mswati III fêtait ses 40 ans de règne, il a en affirmation, il a appelé sa population à se préserver, à pratiquer des méthodes traditionnelles, hein, c'est-à-dire parce qu'on sait très bien que la polygamie n'est pas quelque chose qui est interdit dans ce pays. Donc, il a demandé d'être plus ou moins et fidèle, il a dit ça dans son discours, et aussi de se préserver lorsque tu sais que bon, tu es chaud bouillant et que bon, tu n'arrives pas à te contrôler. Donc, il faut vraiment se préserver. Donc, pour ce qui concerne le système sanitaire, il y a beaucoup d'investissements ces dernières années. Hein. Il y a beaucoup d'investissements ces dernières années. Donc, on ne peut pas rentrer en détail par rapport à tout cela, mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout pays a un problème, même les pays qui se voient aujourd'hui développés.
investissent chaque jour dans leur système de développement. Parce qu'aujourd'hui, le monde va à une vitesse de croisière. Si aujourd'hui tu investis dans quelque chose et que tu l'oublies, demain, lorsque tu vas revenir vers là, tu vas voir que c'est vétus et que bon, cela nécessite encore d'autres investissements. Donc, à chaque fois, il faut des améliorations, il faut des accompagnements et aussi le soutien du peuple pour y arriver. Merci à vous, Amen Sigla. Yannick Kwame, route, aéroport international, barrage santé, éducation, tant de domaines qui ont également accompagné la transformation du royaume. Quel impact ces investissements ont sur le développement économique de l'Eswatini? Le roi Mswati III sait que sans infrastructures de qualité, il ne peut pas y avoir de développement économique. Il faut des infrastructures de qualité, des autoroutes, des routes praticables, de bonne qualité qui puissent désenclaver les régions et faciliter le transport. Et ce qui va permettre également d'accélérer les activités économiques. Et pour cela, des investissements ont été faits, notamment pour la construction des routes, des ponts, des barrages. Et Ahmed vient de le dire, l'aéroport international, le Mswati III International Airport, qui est un aéroport de haut standing dans la région, pour ce que représente ce pays-là, pour ce petit pays, construire un aéroport de cette envergure-là. Cela montre vraiment la détermination et la volonté du roi Mswati III de doter le pays des infrastructures de qualité. Et je crois que l'Eswatini est un pays dont on ne parle pas assez. C'est un pays sur lequel il n'y a pas assez de lumière. Alors, je viens de le dire que si un pays ne met pas en pratique la structure, bien le système classique en termes de démocratie gréco-romaine basée sur le modèle occidental, eh bien, il n'est pas pris en compte. Tout ce qu'il fait de louable, tout ce qu'il fait de bon, eh bien, il n'y aura pas de lumière dessus. Mais le manque, c'est le manque, ou bien c'est ce qui peut être considéré comme encore acquis à réaliser, eh bien, c'est sur ça on met la lumière. On ne peut pas citer le nombre de pays développés, le nombre de pays qui pratiquent cette démocratie gréco-romaine et qui peinent encore à décoller sur le plan économique, sur le plan du développement. Donc aujourd'hui, l'Eswatini est l'exemple vivant qu'un pays peut ne pas pratiquer ce système de démocratie gréco-romaine, mais réussir. Aujourd'hui, le roi, il est le garant de la stabilité, de la prospérité, du développement du pays. C'est lui le premier, le premier Eswatini, le premier homme du pays. Je ne sais pas comment les habitants d'Eswatini. Bon, c'est le premier citoyen du pays. Et en fait, Platon avait eu l'idée, du moins Platon a toujours loué ce qu'on appelle l'aristocratie. Et l'Eswatini aujourd'hui représente ce modèle-là d'aristocratie. C'est-à-dire que tout le monde, mais chacun connaît sa place. Les têtes pensantes, comme le roi, restent en tête. Les sujets qui travaillent avec leur force de productivité restent de leur côté. Ceux qui vont combattre restent de leur côté. Chacun connaît sa place. Donc, cette harmonie-là entre les différentes structures, les différentes couches du pays, contribue au développement, à la bonne marche du pays. Je crois que beaucoup de pays africains doivent s'inspirer sur ce modèle-là, au lieu de toujours se calquer sur le modèle de démocratie gréco-romaine qu'on nous a toujours vendu comme le modèle le plus efficace. Aujourd'hui, quand vous allez en Eswatini, il y a ce qu'on appelle le Fonds régional de développement, le Regional Development Fund, qui consiste à mettre à disposition des citoyens et un fonds de financement pour développer, aider les citoyens à financer leurs différentes activités de revenus, surtout en ce qui concerne l'agriculture. Nous venons de lui dire que l'Eswatini est un pays à très grand potentiel agricole et c'est l'activité phare à laquelle s'adonnent les citoyens. Donc, pourquoi ne pas les financer puisque c'est un moteur de développement. Donc, c'est des millions de dollars que le roi Mswati investit pour encourager ces différents concitoyens, je ne vais pas dire sujet, ces différents concitoyens, à aller de l'avant et à aider le pays à prospérer. Voilà. Également le secteur. Je vais ajouter quelque chose à ce que Yannick vient de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand
tu dures au pouvoir aujourd'hui en Afrique et tu es caricaturé, tu es catalogué comme un dictateur et tout. Mais il y a des pays qui ont pris acte de la démocratie gréco-romaine, mais je connais des paysans en Afrique aujourd'hui qui feront les 40 ans au pouvoir, qui sont aujourd'hui à la veille de leurs 40 ans de règne au pouvoir. Mais eux aussi se prétendent comme démocratie. Et aujourd'hui, c'est eux que les Occidentaux applaudissent. Comme bon, ils ont adopté la démocratie. Donc, c'est vrai. S'il n'y a pas de lumière sur Eswatini comme État, c'est parce que il n'a pas épousé ce que les colons ont apporté. C'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, en matière d'investissement, jusqu'à la preuve du contraire, Eswatini fait partie de l'Union africaine. Et vous savez qu'il y a des colloques qui s'organisent un peu partout dans les pays africains, c'est-à-dire on délocalise des fois des réunions, des colloques internationaux et tout, des colloques internationaux, je vous en prie. Donc, Eswatini est obligé aujourd'hui d'investir dans son pays, de créer des salles de spectacle, de créer des musées pour attirer les investisseurs, pour attirer la communauté internationale, de venir aussi faire des rencontres, des rencontres de grands noms aussi en Eswatini, comme ça se fait dans les autres pays africains. Donc, pour accueillir ces genres de rencontres, il faut des infrastructures routières, il faut des salles de spectacle, il faut des hôtels pour accueillir les invités et tout ça. Donc, aujourd'hui, l'Eswatini est sur cette voie. C'est pourquoi ces dernières années, le roi a beaucoup investi, déjà pour que les invités arrivent, il faut un aéroport pour accueillir un grand nombre de vols et tout ça là. Donc, c'est ça qui a fait que ces derniers temps, un pays que les gens considèrent comme enclavé, donc aujourd'hui arrive à s'ouvrir sur le plan international. On a vu l'année dernière, il y a des délégations qui ont signé l'Afrique de l'Ouest au nom du roi pour coopérer avec certains pays. Ils étaient au Ghana, ils étaient au Togo, ils étaient aussi en Côte d'Ivoire et tout, et même dans les pays de l'Afrique centrale. Donc, toutes ces démarches-là rentrent dans une stratégie du roi qui veut s'ouvrir au monde extérieur et faire dire à tous ceux qui pensent que les Eswatini, le fait qu'il n'y a pas de démocratie gréco-romaine, donc c'est un État enclavé, un État qui veut tout contrôler en ce qui concerne la gouvernance de sa population. Justement, cher consultant, en 2018, une année historique, le roi a décidé de redonner au pays son nom historique, Eswatini. Je rappelle qu'au début, c'était Swaziland, mais dans la période de 2018, c'est devenu Eswatini. Au-delà du symbole que représente cette décision dans la construction de la fierté et de l'identité nationale. Yannick. Alors, je crois que c'est tout à son honneur, parce que quand vous prenez Swaziland, c'est un nom que les Britanniques, les colons, ont donné à ce pays. Swazi, ils ont pris le nom de l'ethnie de ce pays-là, Swati, et ils ont ajouté Lance pour symboliser le fait que c'est la terre des Swazis. Mais il fallait quelque chose de plus propre, de plus adapté, de plus authentique. De plus authentique à cette nation. Et le roi Swati III a profité de la célébration du jubilé d'or de l'indépendance de son pays et de son anniversaire même. Il fêtait sa 50e année. Et il a profité pour rebaptiser le pays et avec le nom que nous connaissons aujourd'hui, Eswatini. Et je crois que c'est la même logique. La plupart des pays africains qui, à un moment donné de leur vie, ont changé de nom. Et c'est par rapport à ce souci d'authenticité-là qu'ils ont fait cela. Quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Et il a changé son nom en Burkina Faso. Qui ne dit rien d'ailleurs. Voilà, là. Ça ne dit absolument rien. Quand vous prenez le Zimbabwe. Même Ghana, le Zimbabwe, il s'appelait quoi? La Rhodésie du Sud. Les Anglais lui ont donné ce nom, la Rhodésie du Sud. Zambie, c'est la Rhodésie du Nord, qu'on a transformé en Zambie. Et vous allez remarquer que la plupart de ces pays sont des noms dans la langue locale, qui est plus porteur de sens, de signification, et cela porte vraiment la vision de ce pays-là à aspirer à sa souveraineté. Bon, il faut aussi dire que Swaziland, selon l'explication que le roi Swati III avait donnée par rapport à ça, que Swaziland ressemble un peu à Switzerland.
c'est Suisse en anglais. Et ça entraîne beaucoup de confusion dans les documents officiels. Et je crois que Mswati III, le roi Mswati III a plusieurs raisons d'avoir changé sur le nom de son pays. Et la raison la plus importante, c'est ce souci d'authenticité, que le pays veut. Et je crois que c'est beaucoup ça en dit vraiment long sur la vision que le roi a pour son pays. C'est là. Alors, lorsque le Blanc a eu l'idée ingénieuse de charcuter l'Afrique, ils l'ont charcuté avec leur propre nom. Mais combien sont ces pays-là ont le courage de changer le nom après le départ de ces Blancs? Parce que d'autres l'ont fait tôt, comme le cas de Thomas Sankara, et d'autres, bon, ils l'ont gardé comme la Côte d'Ivoire. C'est un nom que les Français ont donné, la Côte des Ivoires. Donc, ben, il y avait les populations sur ces territoires-là qui étaient là. Ils peuvent changer cela, mais ils l'ont gardé. Bon, ça, c'est fait leur fait. Ben, aujourd'hui, quand on change le nom, ça apporte, comme Yannick vient de le dire, une authenticité à votre population. Parce que quand on vous appelle le Swaziland, c'est vrai, langue officielle, ils parlent aussi l'anglais, mais ils ont leur propre langue. Ils peuvent appeler leur pays dans leur propre langue. Du moins, certes, tout ce qu'on fait, bon, c'est importé, mais le nom de notre pays, au moins, on doit garder ça. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, si le roi Mswati III a décidé de garder son propre nom, c'est une très bonne idée. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs aux pays africains. C'est-à-dire, il faut au moins une authenticité. Je viens de parler de leur accoutrement. Quand tu vas dans les grandes rencontres, il arrive que le roi s'habille en tant que roi. D'accord? En tant que roi, et puis bon, ça ne lui gêne pas. Même tous ses ministres, tous ses collaborateurs aussi s'habillent pareillement. Donc, c'est quelque chose qui révèle et qui ressort l'authenticité de leur pays. Quand tu le vois, même, tu sais que le gars-là, il vient de l'Eswatini parce qu'ils sont identifiés par rapport à cela. Donc, c'est tout ce qu'on demande aux pays africains. Et je crois que l'hymne national de l'Afrique du Sud, c'est en zoulou, c'est dans leur langue locale, je crois bien. Et les Swatini, on va toujours le dire, on le sous-estime, il n'est pas vraiment cité dans le concert des nations. Or, qu'on oublie vraiment les efforts que le roi fait pour satisfaire les citoyens de ce pays-là. Quand vous prenez la référence, la norme internationale en matière de budget consacré à l'éducation dans un pays, eh bien, les Swatini a son budget qui est à 16%. 16% de son budget consacré à l'éducation. Mais la norme internationale reconnue, c'est 15%. Mais personne n'en parle. Ça veut dire que l'éducation représente quelque chose de considérable pour le roi. Le roi sait que l'éducation fait partie des piliers les plus indispensables quand il s'agit de construire, de remettre le pays sur les rails du développement. Mais quand vous prenez sur le plan sanitaire, Amen vient d'en parler, le fléau principal qui est en train de miner ce pays depuis un moment déjà, c'est le VIH-Sida. Et le roi mobilise assez de ressources pour faire face à ce fléau-là. Je crois qu'en 2025, ils ont adopté ce traitement de vaccin, le Pacanavir. Voilà, ça permet vraiment de se prémunir vis-à-vis de cette maladie-là. Et ce sont des investissements que le roi fait. Cela montre vraiment que le roi est attaché au bien-être et au développement des citoyens de son pays. Merci à vous, chers consultants. Et entre modernisation des infrastructures, renforcement des services sociaux et affirmation de l'identité nationale, le royaume poursuit sa marche vers le développement tout en préservant ses traditions. Merci également à vous pour votre fidélité. Restez branchés sur Afrique Live TV pour ne rien rater. À la prochaine.